c'est pas important, c'est essentiel. Ouais. Là, c'est que tu gardes le silence. Oui, tu t'en parles pas, mais ça tourne dans ta tête. Tu vas t'en parler toi-même. Tu vas revivre ça de plein de façons. Fait que tant qu'à avoir à revivre ça de façon intérieure, ben, ça vaut la peine d'aller en parler puis revivre ça avec quelqu'un qui peut t'accompagner puis t'aider à comprendre tout ce qui se passe dans ta vie, les conséquences que ça peut avoir. Samuel, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Calme-toi, les OBNL changent le monde. Je recueille aujourd'hui donc Samuel qui est le directeur du ROCAS. ROCAS qui est le regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement. Aujourd'hui, donc merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation, Samuel. Merci de m'accueillir pour parler de ce sujet-là. C'est vraiment gentil. Merci. Si tu veux, on peut commencer un peu. C'est quoi le ROCAS dans ses grandes lignes? Dans son long nom de regroupement des organismes pour les hommes agressés sexuellement, ça dit ça, c'est de rassembler les organismes au Québec qui donnent des services en violence sexuelle pour les hommes. Fait que rassembler la diversité de ces hommes-là au travers plein d'organismes, plein d'acteurs. Donc, sa mission, est large. C'est faire de la sensibilisation, c'est faire de la représentation politique, d'améliorer les services, des répertorier, de réseauter ces organismes-là qui se connaissaient peu avant, qui travaillaient chacun dans leur région, mais qui n'avaient pas l'occasion de se voir. Là. Fait en bref, c'est un peu ça la mission, où on travaille sur plein de plans à la fois. Puis un peu plus, un peu plus administratif, un peu plus politique. Ouais. Comme tu le dis, vous êtes un regroupement. Donc, en termes de si vous êtes un regroupement, vous avez combien d'organisations qui font partie de ce regroupement-là? On est 25 organismes, puis 4 membres chercheurs. Donc, on inclut aussi, c'est ça, les chercheurs qui travaillent dans ce milieu-là, vu qu'il n'y en a pas une panoplie, mais c'est le fun d'avoir justement leur point de vue sur les recherches. Puis 25 organismes, on a une diversité d'organismes. Là. C'est ce qui fait un peu notre force puis notre particularité, c'est que c'est pas nécessairement aussi tous des organismes en violence sexuelle pour les hommes. Donc, on en a 3, par exemple, que c'est ça leur mission principale, juste auprès des hommes en violence sexuelle. On en a une dizaine qui sont mixtes. Fait que c'est des organismes qui offrent pour toute la population, qui historiquement, par exemple, étaient juste pour les femmes puis les enfants, mais qui ont ouvert leurs portes dans les 10-15 dernières années aux hommes. Puis on a 4 organismes pour hommes qui sont généralistes, donc qui offrent à toute la population là, pour autant de problèmes santé mentale, séparation, mais qui donnent aussi des services en violence sexuelle dans leur région, vu que si eux, ils n'en donnent pas, il n'y en aurait pas. Fait qu'ils ont décidé d'offrir ce service-là. Fait que ça nous fait comme des organismes qui ont une historique puis des missions différentes, puis qui amènent des initiatives différentes dans la façon d'approcher ce sujet-là, d'avoir des projets différents. Chacun a comme une vision puis une historique différente. Fait que c'est vraiment le fun, puis stimulant de rassembler tout ce monde-là puis de commencer à les faire échanger sur toute leur expertise qu'ils ont, parce qu'ils ont toute une histoire différente. Ouais, pour vrai, j'ai un peu honte de moi, je vais t'avouer quelque chose, parce que ça fait aujourd'hui 18 ans que je suis dans le communautaire, que je travaille dans le social. Je savais même pas que ces organismes existaient. C'est ça. Que ce genre de service existait, puis je trouve ça hyper pertinent puis hyper important. Mais ouais, j'avoue. Tu n'as pas à avoir honte dans le sens où tu sais que c'est un peu, pas un symptôme, mais une caractéristique de la société en ce moment. On entend peu parler de victimisation chez les hommes, fait qu'on a moins réflexe à savoir. Puis même les hommes qui ont vécu ça, jusqu'à avant le ROCAS, c'était difficile de trouver. Il fallait qu'ils cherchent un peu à mitaine. C'est un peu ça où il y a tout ça à gagner ou à améliorer, toute la sensibilisation sur cette cause-là, qu'on sache que ça existe. Mais même si tu ne connaissais pas les organismes, je suis curieux de savoir, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce sujet-là, de comment, qu'est-ce que tu en sais, ou même si tu en sais peu, mais je trouve que c'est déjà bon d'avoir ton point de vue sur, qui peut un peu rendre les choses justement moins honteux pour ceux qui vont écouter, de savoir, on part d'un point de base, puis tout le monde dans la société en entend d'une certaine façon, mais pas nécessairement avec autant de
de précision que les organismes peuvent en parler. C'est une bonne question. Je t'avoue que moi, comme je te le dis, j'étais intervenant ça fait 18 ans que je suis là-dedans. Des violences sexuelles sur les hommes ou les personnes qui s'identifient comme hommes. Pour vrai, j'en vois depuis... j'ai commencé à 19 ans, puis j'en vois depuis que j'ai 19 ans, ou j'en entends parler surtout depuis que j'ai 19 ans, mais c'est quand même toujours un peu tabou. On va pas se mentir, moi j'ai beaucoup travaillé en itinérance, puis je sais que des personnes en situation d'itinérance, que ce soit dans la rue, puis même dans des refuges, il y a des agressions sexuelles qui ont lieu. Eux-mêmes, je pense, se sentent très honteux de le nommer, très honteux de se plaindre, très honteux de faire des plaintes par rapport à ça. Donc je pense que ça joue aussi sur le fait que on n'en entend pas tant parler que ça, alors que je pense que c'est vraiment un problème de société à traiter de manière importante. Ben oui, puis tu vois, c'est un bon point de base où que même moi, avant même que je travaille, j'ai été intervenant aussi là, au CRIFAS, qui est l'organisme en abus sexuels à Montréal, où on entendait parler, on peut les côtoyer, mais c'est comme des fois, comme intervenant, si on ne connaît pas les ressources, on ne saura pas nécessairement quoi faire. Ouais. C'est comme on sait que ça existe, mais après, on dirait que ça sort aussi du cadre de la binarité un peu de homme-auteur, femme-victime. Fait que de juste renverser un peu ce standard-là, c'est comme si ça nous mettait un peu hors de nos compétences ou de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est comme réaction juste auprès d'un proche, quelqu'un qui nous dit ça. C'est comme si on est moins prêt à entendre ça d'un homme, puis de le voir, puis d'accompagner. Il y a aussi ça qui est plus difficile, je pense. Complètement. Puis, moi, ça m'amène aussi à te demander, aujourd'hui, vous touchez, les organismes que représente ton regroupement touchent combien de personnes environ au Québec? J'ai pas fait les décomptes précis, là, mais nous, on était autour, pas loin de 2000 hommes qui donnent des services, 2000 hommes individuellement, au travers des organismes membres. Vu qu'on est encore un jeune regroupement, fait qu'on n'a pas de base de données commune. Mais j'avais déjà fait l'exercice au début de demander c'était quoi à peu près les demandes d'aide, combien d'hommes. Ça tournait autour de ça. Ouais. Fait que c'est 2000 hommes dans des suivis individuels surtout, dans les groupes. Puis ça, c'est sans compter peut-être tous les ateliers de sensibilisation que les organismes font dans les écoles ou dans les entreprises, dans des conférences. Mais c'est à peu près ça, 2000 hommes aidés par année là, en ce moment. Okay. Puis est-ce que tu as l'impression que les services, l'offre de services par rapport à cet enjeu-là, est-ce que tu as l'impression qu'il est comme un peu égal à travers les différentes régions du Québec? C'est probablement l'enjeu principal, c'est qu'il est très inégal. Okay. C'est une des raisons... même de la création du ROCAS, c'est pour améliorer cette représentation-là à l'échelle provinciale. Même s'il avait été créé à l'origine par 3 organismes, que l'initiative, c'était 3 organismes en abus sexuels dans la région, mais ils voulaient justement que ça soit une meilleure égalité de services dans les réseaux de région. C'est ce qui fait qu'on a un regroupement aussi hétérogène, qu'il y a des services, si tu as des organismes qui sont spécialisés là-dedans, ils vont avoir 100% de leur financement qui sont dans des services en violence sexuelle pour les hommes. Okay. Ce qui est différent d'un organisme mixte ou qui dessert autant les femmes, les hommes, les personnes de la diversité sexuelle, de genre. Autant qu'il y a d'autres régions, c'est des organismes pour hommes. Fait que, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de financement, puis de temps, puis d'efforts à mettre sur les services en violence sexuelle parce qu'ils manquent de ressources. Ouais. Puis il y a d'autres régions qui ne sont pas desservies. Fait que, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, nord du Québec, il n'y a aucun service spécialisé. Fait que, si tu es à Rimouski, malheureusement, il n'y a pas de service. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a tout ce travail-là où il y a comme une échelle de services qui est différente si tu es en Montérégie, qui est la région la mieux couverte parce qu'il y a 4 organismes qui sont mixtes. Fait qu'il couvre tout le monde dans des villes assez rapprochées. Autant que, justement, là, si tu es dans Charlevoix, par exemple, malheureusement, il n'y a pas de ressources spécialisées. Là. Fait que ton service va être limité. Mais je dis ça juste au niveau des organismes communautaires parce qu'il y a aussi les CAVAC qui existent partout puisque c'est une bonne porte d'entrée. Puis c'est pour ça qu'il y a 8 CAVAC aussi dans notre regroupement parce qu'on veut avoir leur point de vue puis
leur façon de rendre ces services-là puis améliorer l'accompagnement au travers des différents organismes. C'est sûr que les CAVAC sont là puis peuvent accueillir ces hommes-là. Est-ce que tu peux rappeler rapidement c'est quoi un CAVAC? CAVAC? Le CAVAC, c'est le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Okay. Fait que, principalement, il aide des personnes en violence conjugale, violence sexuelle, vu que c'est plus dans ces gens-là que ces crimes-là que les personnes vont vouloir un accompagnement. Mais ça peut être aussi victime de voies de fait ou d'autres victimes d'actes criminels. Fait que, mais ils sont partout dans chaque région, dans chaque palais de justice du Québec. Fait que ça donne déjà une bonne porte d'entrée, mais si tu veux un suivi plus à long terme ou rencontrer d'autres personnes, d'autres hommes, faire du groupe, ben c'est là que ça devient limité, tout dépendant des régions où les services sont pas pareils. Non, j'imagine bien. Tu as parlé un petit peu de l'histoire du regroupement. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Le regroupement existe depuis quand? Ben, on est quand même jeune, justement. Ça a été fondé en fin 2020, à l'automne 2020. Bébé COVID. Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment une initiative post-MeToo. C'est vraiment... Ça a commencé la discussion en 2018, là, comme je dis, avec les 3 directrices, directeurs là, de ces organismes-là en abus sexuels pour hommes. Puis ils sont allés chercher d'autres organismes, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un regroupement plus provincial. Fait que ça a pris 2 ans de concertation, de discussion, parce qu'ils étaient déjà occupés avec leur propre organisme. Puis c'est d'ailleurs eux qui sont encore sur notre CA. Là, ils sont encore super présent. Impliqués. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que c'est en 2020 que ça a commencé. Puis par la suite, un coup que c'est fondé, un organisme communautaire, tu n'as pas nécessairement du financement tout de suite. Il y a comme un délai. Fait que ça a pris 3 ans là, avant qu'il y ait un premier financement. Ce qui est long, mais qui n'est pas hors norme. Là, ce qui est quand même dans la norme pour un organisme où au début, ça va être une implication bénévole. Puis qu'en violence sexuelle, on était chanceux dans le momentum, qu'on était post-MeToo. Il y avait une stratégie en violence sexuelle, violence conjugale qui rebâtit la confiance avec les tribunaux spécialisés qu'on entend parler, tout ça qui se mettait en place. Fait que ça a permis de nous avoir de suivre ce mouvement-là, cette vague-là, puis commencer à avoir du financement, puis qu'aujourd'hui, on est bien financé. Moi, je suis rentré en avril 2023. OK. Ouais. Avril 2023. ça commence à remonter. Hein? Ouais, fait que là, ça va faire 3 ans là, que je suis là. Fait que c'est quand même rapide. On a quand même croit rapide. On a réussi à s'installer auprès des partenaires, auprès même du gouvernement, des tribunaux, d'avoir une belle reconnaissance. Parce que je pense qu'il y avait aussi ça, qu'il y avait ce manque-là, ce besoin-là auprès des milieux en violence sexuelle, de dire, qu'est-ce qu'on fait? On le sait que ça existe, on veut les aider, on veut en apprendre plus, mais il n'y avait pas cet acteur-là pour les hommes. Fait que ça s'est super bien fait ou que là, on est rapidement quand même atteint d'un financement avec le PSA, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires, là, ce qui finance un financement récurrent pour tous les organismes au Québec. Fait qu'on a embarqué là-dessus. Puis en 3 ans, ça a super grossi rapidement. Moi, dès le début, je suis allé voir pas mal tous les organismes, un à un, que ce soit en personne, autant me rendre jusqu'en Abitibi ou qu'à distance, quand en Gaspésie, là, ça commençait à être loin de faire le plus possible le pont avec tout le monde, parler du projet, dire, gars, on a cette mission-là, c'est ça qu'on a comme vision, on veut juste améliorer les services, le financement, réseauter tout le monde. Fait que c'est ce qui nous met à être 25 aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup. Puis qu'on s'est vu pour la première fois, tout le monde ensemble, l'année dernière, au mois de mars. On a fait un lac à l'épaule. C'était super plaisant de connecter aussi vite. C'était quand même une petite crainte, vu que tout le monde avait un bagage puis une historique différente. Ils ne partagent pas toute la même vision ou la même mission. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on faisait tout ça pour la même chose. Ça fait que ça a super bien été. Parfait, ça. Tu l'as nommé dans justement l'historique du regroupement. Vous participiez au tribunal spéciaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et puis comment vous participez? Oui, les tribunaux spécialisés, c'est comme... c'est en violence conjugale, en violence sexuelle. Fait que c'est un gros projet qui est toujours en continu. Ça se déploie sur différentes formes. Fait qu'autant réaménager les palais de justice pour pas qu'il y avait cet enjeu-là que les auteurs et les victimes se croisent, avoir des milieux calmes ou de pouvoir
avoir un milieu avec les intervenants qui accompagnent les victimes. Fait que ça, il y a les enjeux de formation aussi. Fait que d'améliorer toute la formation, que ce soit auprès des juges, des avocats, de la police, des personnes intervenantes. Donc, tout l'aspect de formation dans le système de justice. Il y a aussi tout l'accompagnement dans le service, de mettre la victime au cœur des services. C'était la priorité parce que, considérant que c'est tous des organismes, des acteurs judiciaires, gouvernementaux différents, ben avant, la victime, il fallait qu'elle aille courir un numéro de téléphone à chaque. Fait que là, il y a vraiment une personne qui est au centre, qui va accompagner la personne, puis va faire l'agent de liaison socio-judiciaire de tout ça. Fait que ça va faire en sorte que la personne n'a plus autant d'efforts, puis ça devient plus facile de temps d'être accompagné sur plusieurs années, malheureusement, de processus judiciaires. Puis aussi, tout le financement aux organismes, l'accompagnement de services à l'extérieur de ça. Fait que c'est comme ces 4 sphères-là de mémoire là, qui touchent, mais tu vois que ça touche beaucoup de sphères, beaucoup de choses, puis il y a tout le partenariat, il y a beaucoup plus de concertation. Fait que nous, comment on participe? Bien, au début, ça a été principalement d'être présent dans les tables de concertation avec autant les acteurs judiciaires, de donner un peu cette opportunité-là à tous ces acteurs-là, de dire ben, c'est qui les organismes qui aident pour justement améliorer le référencement. Puis là, un peu dans un scoop qui n'est peut-être pas dit, mais tu sais, là, on a commencé un groupe test pour faire une formation auprès des tribunaux spécialisés, là, donc elle devrait être annoncée prochainement. Là, joli scoop! Oui, merci. Je l'ai donné la semaine dernière, je ne sais pas quand ça va sortir, mais fait qu'il y a ça aussi, donc d'améliorer le contenu de formation, qu'il y avait déjà beaucoup de formations en violence sexuelle de base, violence conjugale auprès de par exemple des femmes autochtones, ou qu'il y avait une offre qui commence à être diversifiée, une violence conjugale chez les personnes LGBTQ+. Fait que là, nous, on offre notre formation de plus là, que je donne en violence sexuelle. Fait que ça permet d'accroître un peu les connaissances puis de se sentir plus à l'aise pour tous ces acteurs-là, des accompagnés. Fait que ça ressemble à ça, ou que c'est beaucoup d'être impliqué au niveau de ces acteurs-là, puis d'améliorer les partenariats, la connaissance, d'améliorer la recherche. Puis il y a beaucoup de cet aspect-là. Mettons, là, tu sais, on parle beaucoup de ce que vous faites auprès de partenaires, puis je trouve ça hyper pertinent, puis tu ramènes un petit peu ce que c'est un regroupement. Au final, c'est avoir plusieurs bras, plusieurs jambes, et d'aller donner des coups de main un petit peu à travers partout au Québec. Mettons que je suis un organisme communautaire, qu'est-ce que ça prend pour moi de faire partie de ton regroupement? Puis qu'est-ce que ça fait en particulier, tu sais, comme impact, ou qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend, déjà? Nos critères sont assez souples. On voulait justement pas se limiter parce qu'on avait une diversité d'organismes. Fait que c'est principalement d'offrir un service, de le publiciser, fait que ça soit visible. En lien avec les violences sexuelles. Oui, avec les violences sexuelles, puis d'être formé. Fait que d'avoir cette intention-là de rester formé, ça, surtout en violence sexuelle, mais aussi sur le trauma, qui est le principal défi en intervention, de travailler d'être sensible au trauma, les symptômes, tout comment bien naviguer le rythme de l'intervention, la posture, elle doit être beaucoup plus délicate. Quand on a quelqu'un qu'on parle de trauma, qui est possible en intervention, qui n'est pas nécessairement juste en psychothérapie. Fait que tout ça. C'est principalement ces 3 critères-là qu'on se base pour le moment. Donc, on ne va pas plus loin que ça. C'est fou intéressant. En tout cas, j'ai quand même envie de te référer à pas mal de monde. Maintenant, on va aller sur tout ce qui est l'impact des organismes que vous représentez au regroupement, au ROCAS. Est-ce que tu as que ce soit des chiffres, que ce soit des histoires? Comment vous changez la vie des gens à votre niveau? C'est ça le plus important. Au final, on fait ça pour les hommes et les personnes sur le terrain. Puis, moi, j'ai un travail très politique, administratif, et que mon impact est beaucoup plus indirect. Mais tous ces organismes-là, c'est un homme à la fois qui change une vie, ou qui vont les accompagner. À juste accueillir une première demande d'aide, c'est probablement la chose la plus stressante pour ces hommes-là, pour l'avoir faite pendant 3 ans. Que,
c'est tellement un step de passer de j'ai honte, j'ai peur de plein de choses par rapport à moi, ce que je vais dire, les conséquences que ça peut me faire apprendre sur moi. Fait que juste la demande d'aide, c'est un premier pas, puis c'est souvent un soulagement de faire, ben, tu sais, là, il y a une place pour moi qui existe. Fait que c'est sûr de juste se sentir cru une première fois, de faire, hey, je peux dire tout ça, pas me faire sentir jugé, mais être compris, puis comme de déjà mieux comprendre c'est quoi les conséquences que je vis, puis se sentir accueilli. Ben ça, je pense que c'est déjà le plus beau cadeau que ces personnes-là se font, puis que ça a comme impact, parce qu'après ça, ben, ils ont des services, que ce soit d'individuels, de groupes, puis que ben, là, ils peuvent continuer à apprendre sur eux. Fait que, il y a plein d'histoires. Je ne sais pas par laquelle que je pourrais commencer, ou que si je replonge dans mes souvenirs d'intervenant, mais dans mes premiers suivis, ben, j'avais autant un monsieur qui avait vécu beaucoup d'abus sexuels à l'enfance, puis que là, il vivait avec un conjoint qui lui avait justement, qui était un peu dans l'itinérance, qui n'avait pas beaucoup de moyens, fait qu'il vivait un peu d'exploitation sexuelle, puis que là, c'était de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que qui garde un milieu sécuritaire, qui avait un conjoint qu'il aimait, mais qui sentait qu'il était un peu utilisé, puis de trouver un équilibre dans ses décisions, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Ben, dans ce temps-là, tu parles même pas nécessairement d'abus sexuels. Tu t'essaies de faire des liens, mais tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer sa qualité de vie, qu'est-ce qu'il veut là-dedans. Puis c'est surtout ça. C'est d'aider les gens à apprendre à se connaître, à apprendre les conséquences que ça a eu. Que c'est pas normal d'avoir vécu ça, mais tout ce qu'ils vivent après, ben ça, c'est normal. Puis c'est ça, d'apprendre un peu à normaliser les conséquences, qu'ils apprennent à se connaître, parce que nécessairement, ils vont avoir à adopter des réflexes qu'ils veulent plus, des conséquences, des comportements qu'ils veulent plus dans leur vie adulte, mais que ça l'a servi quand ils étaient plus jeunes. Là, je parle beaucoup de l'abus sexuel en enfance, parce que c'est ça que j'avais fait quand j'étais intervenant à l'époque, puis c'était encore plus tabou de parler d'agression sexuelle à l'âge adulte, puis que là, ça commence à s'améliorer, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est sûr que ça a un impact là, dans chaque personne qui vient, parce qu'après ça, ben, ils se connaissent mieux, ils vont moins vivre de conséquences, c'est surtout, ils vont mieux se connaître. Puis quand tu te connais, ben, tu commences à vivre pleinement qui t'es. Tu n'es plus dans justement une carapace que tu t'es faite d'une autre personne que tu veux pas être. Ah oui. Je trouve ça très pertinent, la manière que tu as de l'amener. Puis je pense que la plupart des organismes qui sont membres du regroupement peut-être ont cette pratique-là aussi. Il y a le côté intervention individuelle puis intervention de groupe. Chose que je trouve qu'on retrouve de moins en moins, l'intervention de groupe à travers le Québec. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? C'est quoi l'intérêt de faire de l'intervention de groupe, plus particulièrement quand on parle d'enjeux comme ça, où on a l'impression que c'est hyper tabou, puis on n'a pas l'impression que ça va être un sujet de conversation qu'on va pouvoir discuter autour de la table? Oui, puis tu as raison un peu, ce sentiment-là qu'on le voit même chez les organismes qui offrent du groupe, mais les personnes ils ont vraiment plus tendance à choisir l'individuel en premier. Parce que c'est moins confrontant, tu as juste une personne à gérer, puis tu sais qu'elle va être compétente à recevoir, il y a moins de risques. Oui. Mais pour en avoir fait beaucoup, puis c'est ce que j'aimais beaucoup, là, faire l'atelier de groupe, je pensais là que la croissance ou le cheminement des personnes se font encore plus rapidement, parce que justement, l'intérêt, c'est de ne pas se sentir seul. Tu sais, quand tu es avec un intervenant ou une personne, tu t'en parles à ta conjointe ou ton chum, tes amis, tu restes seul. Tu restes seul avec je suis tout seul qui a vécu ça, qui vit avec ces conséquences-là. Fait que d'avoir d'autres personnes autour de toi qui racontent des histoires différentes, mais que tu fais plein de liens sur plein de conséquences, ça peut être tellement, rafraîchissant, ou pas rafraîchissant, mais de dire que tu te sens pas seul, tu vas guérir, ou tu vas... Salvateur, quoi. Ouais, c'est ça, que de voir en les histoires des autres que tu t'en reconnais, qu'il y a des choses que tu fais pareil, ou tu penses pareil, tu as de la méfiance envers telle personne ou telle
des hommes parce que bon, ton agresseur, c'était un homme, Oui. ou envers l'autorité. Fait que ça rassemble le monde. Puis, un coup que la chimie, la barrière un peu de peur est faite et surmontée dans le groupe, ben on le voit, là, tu n'as presque plus rien à faire comme intervenant. Là. Ils vont se parler, ils vont se relancer, ils vont se complimenter. Puis ça se fait tout seul. Puis c'est là la plus grande beauté. Mais c'est sûr que de l'extérieur, quand on n'a jamais fait, je peux comprendre que les personnes ne vont pas parler en premier, mais c'est clairement, je pense, souvent un outil qui est sous-estimé ou qui est des fois un peu encore cliché de juste s'asseoir autour puis juste se parler puis d'échanger sur différents thèmes qui n'est pas nécessairement l'abus en soi, mais tu sais, les limites, les comportements, les enjeux de dépendance, les relations, la sexualité. Il y a plein de groupes qui peuvent être faits de différentes façons, mais la plupart commencent avec un peu la même base, c'est sans nécessairement juste parler de son vécu là, qui n'est pas obligatoire. Oui, puis c'est important de le nommer. L'idée, c'est travailler sur la personne dans son ensemble, pas juste sur les actes criminels ou les actes de violence qu'elle a subis, qu'il ou elle a subis. Mettons aujourd'hui, là on est 2026, dans votre travail au ROCAS, ça serait quoi un petit peu toi en tant que directeur, déjà ton quotidien à toi? Comment ça se passe de travailler au ROCAS? C'est quoi faire de la représentation politique? C'est quoi de gérer un regroupement? C'est beaucoup de partenariats. Ouais. C'est beaucoup, vu qu'on est un regroupement, qu'il y a plusieurs organismes dans plusieurs régions, puis qu'on travaille beaucoup avec plein d'autres, justement, acteurs, c'est de rassembler un peu tout le monde, de dire ce qui existe, puis de faire, voici c'est quoi le portrait de la situation. Fait que c'est beaucoup de réseautage avec d'autres organismes en violence sexuelle, d'autres organismes pour hommes. Par exemple, je vais travailler beaucoup avec les autres regroupements pour hommes au Québec. Donc, il y a un regroupement pour hommes à cœur d'homme qui est pour les hommes qui sont auteurs de comportements violents. Un regroupement provincial qui est pour tous les organismes pour hommes. Le RIMAS, qui est en matière pour la délinquance sexuelle. Valorisation de la paternité, qui est pour justement les pères, puis aussi les maisons Oxygène, qui sont des milieux d'hébergement. Fait que c'est un de nos principaux partenaires. On travaille beaucoup ensemble. Fait que c'est le genre on se fait un comité, on réfléchit aux prochaines actions qu'on peut faire de représentation politique. Fait que il y a beaucoup ça, il y a beaucoup de prendre le pouls de ce qui se fait sur le terrain auprès des organismes. C'est quoi les initiatives? Fait que quand ils ont des projets, de le partager au travers de notre réseau. C'est d'être beaucoup présent dans les milieux de recherche. Dans les dernières années, c'est aussi une façon de se faire connaître puis de faire connaître les organismes. Fait que d'aller dans les colloques, les conférences, dans les chaires de recherche, parce qu'on en a beaucoup de recherche qui se fait au Québec en violence sexuelle. On est quand même dans les leaders dans le monde, là, au niveau justement avec toute la stratégie avec les tribunaux spécialisés. Fait qu'il y a beaucoup de recherche, fait que d'être présent, de prendre, s'ils ont des échantillons d'hommes, voir c'est quoi que ça a sorti comme sujet. Fait que de créer un peu un centre d'expertise, c'est un peu le quotidien, avec la formation, tout ça. Donc, pour le moment, ça ressemble à ça, où que je touche un peu à tout, mais que je suis un peu plus à l'extérieur du terrain. Fait que des fois, c'est plus difficile de voir concrètement après, justement, l'effet que ça a dans les services ou les hommes. Là, ça, c'est quelque chose que je m'ennuie un peu, honnêtement. J'aimerais refaire. Si j'avais le temps, si j'avais pas autant de travail à faire devant moi, je retournerais faire du groupe, là, ça c'est sûr. Il y a quelque chose aussi tellement valorisant de voir l'effet concret, que tu changes une vie à la fois au lieu de changer la culture ou la société tranquillement à petits pas. Là, c'est très différent. Je pense que c'est peut-être un des aspects de l'intervention où l'impact, comme tu le dis, il peut se sentir assez rapidement, puis de manière assez profonde déjà pour l'intervenant ou l'intervenante, puis j'espère surtout pour les personnes qui participent à ça. ROCAS, toujours, on est sur le quotidien, comment ça se passe. Tu m'as dit que le regroupement, vous êtes deux pour l'instant.
Mm-hmm. Il y a toi, puis l'autre personne. Ouais, Qu'est-ce qu'elle fait? Eve-Marie, ma collègue qu'on a engagée l'année dernière, là, au mois de juillet. Elle est responsable aux communications, vu que un des principaux enjeux pour cette cause-là, c'est la visibilité. Okay. Fait qu'on n'avait pas le choix d'être bien outillé sur Internet avec un site web, d'être sur les réseaux sociaux pour essayer de se faire connaître autant des partenaires que la population. Fait qu'elle m'aide beaucoup dans tout ce qui est la communication, autant à l'interne, là, tranquillement développer une infolette, prendre des nouvelles avec les membres, parce que j'avais pas beaucoup de liens directs, parce que quand autant d'organismes qui font partie, ben, c'est difficile de avoir quotidiennement, voir c'est quoi les nouvelles de chaque... fait que ça à développer, qui va être justement dans son mandat, mais aussi de faire de la sensibilisation au niveau provincial. Fait que son premier gros mandat, ça a été, vu qu'on avait une subvention pour faire une campagne de sensibilisation sur ce sujet-là, ben, on a fait une campagne à l'automne qui se nommait « En parler, ça change quoi? » Donc, justement, pour donner une voix à ces hommes-là, puis encourager à demander d'aide, puis rendre ça plus concret. Tu sais, des fois, c'est pour beaucoup d'hommes qui n'auraient pas vécu, qui n'auraient jamais été chercher de l'aide ou faire de l'intervention, tu sais, c'est quoi que ça va changer de s'asseoir une personne devant l'autre, puis juste parler de ça, tu sais. Fait qu'on a 4 témoignages d'hommes, tu sais, qui ont parlé de leur vécu un peu, mais aussi surtout le après, tu sais, comment ça s'est passé dans leur suivi ou dans leur démarche, puis qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, tu sais, pour un peu susciter l'espoir de voir, tu sais, qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie, d'en parler. Puis elle m'a beaucoup aidé justement sur tout ça, la campagne, qui était quand même une grosse campagne où on était sur presque toutes les plateformes, là, LinkedIn, Reddit, YouTube, Facebook, Instagram. C'est de la job. Fait que c'est ça. C'était à 2 de juste déployer ça à grande envergure. Tu ris, fait que j'imagine que tu connais toute la... Je comprends. Il y a beaucoup de chaque plateforme a sa façon de faire. Ouais. Fait que ça a été un beau défi. En tout cas, on a beaucoup appris, mais ça a super bien fonctionné. Ou que, juste sur YouTube, on a accumulé à peu près 1 million de vues sur l'ensemble de nos vidéos. Fait que c'est principalement du monde au Québec qui l'ont vu. Fait qu'on est très content qu'il y ait eu cette réception-là, où que le monde, ils ont écouté, puis que les témoignages sont tellement touchants, tellement authentiques. Et je peux juste être content que ces 4 hommes-là, là, Jasmin, Marco, Richard puis Jacques, qui ont accepté de nous parler devant une caméra, de mettre leur visage à découvert. Visage découvert en plus, c'est ça. Ça, c'est une étape de plus, là, parce que c'est pas juste un dévoilement à ta famille ou à tes amis qui étaient dans un milieu privé. Là, c'est un dévoilement public. Là, ça veut dire que toutes tes prochaines connexions ou tes relations, ben là, le sachent. Fait que c'est d'être prêt après ça, d'en entendre parler dans ta vie au quotidien. C'est un gros défi. Un gros défi, puis ça demande beaucoup de courage de faire ça, parce que après ça, une fois que c'est public, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que c'est sur Internet, exact. c'est fini. Mais bravo, messieurs. Sérieusement, bravo, messieurs. Puis je pense que ça a été, comme tu le dis, ça a dû être une étape importante dans leur vie, puis ça va peut-être sûrement les suivre encore, mais en tout cas, j'espère et je pense que ça a eu un impact très important dans la vie de beaucoup d'hommes et beaucoup d'autres hommes qui sont peut-être pas encore à aller chercher de l'aide, qui pourraient en avoir besoin. Ben, je peux en parler un peu de cet impact-là, parce que je les ai recontactés avant le balado pour prendre leur avis ou prendre leurs nouvelles aussi en même temps, de dire... comment ils vont, ça faisait 3-4 mois après la campagne, fait que leur donner l'opportunité. Il y en a 2, j'ai parlé au téléphone. Moi, les 2 autres m'ont écrit par courriel, simplement me dire que ça allait bien. On est toujours partant de refaire la campagne, d'en parler, qu'ils sont à l'aise que j'en parle au balado aussi. C'est gentil. On risque de réutiliser leurs vidéos aussi dans une nouvelle petite... de réutiliser juste la campagne, mais refaire une deuxième vague. Fait que, c'est toujours important aussi de renouveler le consentement. Après, complètement. De faire le suivi. Puis, bon, il y en a un qui me disait justement qu'il veut juste que je dise qu'il ne faut pas attendre trop longtemps.
Ouais. Puis que lui, justement, c'est Richard qui disait justement dans la vidéo, s'il avait su qu'il y avait un organisme plus tôt, il a arrêté de chercher de l'aide depuis longtemps. Mais c'est ça qui l'a attristé de savoir qu'il en a souffert. Il a gardé le silence longtemps, puis que maintenant qu'il l'a fait, il était juste content de l'avoir fait, mais qu'il aurait aimé ça, avoir su qu'il y avait un organisme dans sa région plus tôt. Ça l'a changé justement ses relations puis sa façon de voir le monde. Puis c'est un peu le même discours pour les autres. C'est que pour eux, c'était pas juste important. Là, c'est Marco qui disait ça, que la citation qu'on avait retenue, c'est pas important, c'est essentiel. Là, c'est que tu gardes le silence. Oui, tu t'en parles pas, mais ça tourne dans ta tête. Tu vas t'en parler toi-même. Tu vas revivre ça de plein de façons. Fait que tant qu'à avoir à revivre ça de façon intérieure, ben, ça vaut la peine d'aller en parler puis revivre ça avec quelqu'un qui peut t'accompagner puis t'aider à comprendre tout ce qui se passe dans ta vie, les conséquences que ça peut avoir. Puis que ben, c'est ça qui va aider ta vie, puis qu'au final, ben, que ça va avoir un impact. Puis c'est aussi, pour certains, un Jasmin qui a accepté aussi de participer, puis qui avait une particularité, un défi de plus, c'est que lui est intervenant, était intervenant à la Ressource pour hommes à Granby. Donc, il aide des hommes qui ont vécu de l'abus sexuel. Donc, c'est un statut encore plus... c'est un défi de plus en intervention quand toi-même, tu as vécu des propres traumas, de comme rester une belle distance professionnelle, mais tout en ayant cette compassion, puis sans revivre ce que tu émotivement, avoir cette charge-là, que ça ne l'affecte pas ton suivi. Puis il a décidé, c'est ça, d'en parler. Puis maintenant, il y avait un article à Granby dans La Voix de l'Est, puis il nomme que il y a plein d'hommes qui sont venus après chercher de l'aide après avoir vu ces vidéos-là. Puis qu'il continue, lui, d'en parler dans son entourage, dans les mouvements des alcooliques anonymes. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui finit par dire ben moi aussi, puis que juste de dire que de permettre à une autre personne, à un autre homme d'en parler, ben c'est déjà le premier pas pour dire ben après, c'est d'aller chercher de l'aide puis de dire regarde, il existe telle ressource. Fait que cette campagne-là, on n'a pas encore chiffré toutes on n'a pas eu... on attend l'occasion de faire le tour avec tous les organismes, voir s'ils ont observé plus de demandes d'aide, mais juste en parlant avec nos participants, ben, ils voyaient déjà que ça avait un impact dans leur entourage. Là. Qu'il y a d'autres personnes qui en ont dévoilé et tout ça. Fait que c'est... On peut imaginer qu'à l'échelle provinciale, ça l'a, en privé, il y a plein de monde qui ont peut-être vu ça, qui en ont parlé. Puis à chaque fois qu'il y a une campagne où il y a du monde qui en parle de façon publiquement, il y a toujours un retour. Un des derniers exemples que pendant que je travaillais, c'était le chef du NPD, Jack Minksy. Il avait dévoilé qu'il avait vécu un abus sexuel à son enfance. Ben, juste que c'est sorti dans les médias le temps d'une semaine. Ben, il y a plein d'hommes là, qui ont dit ben, moi aussi, là, au final, c'est quelqu'un d'aussi publiquement qui est quand même chef d'un parti politique qui en parle avec assurance, puis dire ben, j'étais allé chercher de l'aide, j'en ai parlé, tout ça, ben, ça change quelque chose. Fait qu'à chaque fois qu'on en parle, ça mène à d'autres dévoilements. Full. Ben, wow, c'est important. Puis je pense, comme tu le dis, l'impact, il va être difficile à mesurer, mais j'imagine bien et que ce soit aussi clair que ça, que les demandes d'aide ont dû augmenter. Puis tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que les gens commencent à comprendre, ou peut-être commencent à comprendre l'importance de ce que disaient justement les personnes que tu as recontactées. Attendez pas trop. Attendez pas. Et c'est pas important, c'est essentiel. Donc, pour ça que je veux vraiment répéter ces phrases-là, c'est quand même important. Donc, au niveau du ROCAS, on parle des gens, on parle de l'impact que vous avez sur le monde, sur votre monde autour de vous. Si maintenant on revient un petit peu plus à l'interne, comment vous prenez soin de vous? En tout cas, toi, Samuel, déjà, pour commencer. Comment toi, tu prends soin de toi? Ben moi, je prends soin de moi en gardant ma vie sociale active. J'ai
moi puis ma conjointe, on est du monde très social. Fait qu'on est très occupés, on a plein de projets, on a plein de belles visions de l'avenir. Fait que c'est sûr que c'est ça qui nous garde actifs. Puis je pense qu'en général, au travail, quand tu as une belle vie à l'extérieur, ben, ça rend ton travail encore plus facile parce que ça reste que c'est là que tu es occupé puis que tu peux avoir plein de préoccupations vu qu'il y a plein de choses qui se passent. Fait que c'est surtout ça, d'être bien entouré dans la vie. Je pense que c'est un des plus grandes sources de bonheur que tu peux avoir. Fait que je dirais que c'est comme ça que je prendrais le plus soin de moi dans la vie. Cool. C'est une belle manière de comprendre l'importance des relations sociales puis de prendre soin de soi. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai envie de te poser cette question-là. Qu'est-ce qui pourrait aider le ROCAS à encore mieux faire sa job? Si on devait nommer 2-3 leviers à abaisser pour vous aider à avoir encore plus d'impact. Ben, c'est un thème que j'ai nommé, mais c'est surtout la reconnaissance, une visibilité où que c'est tellement un sujet qui est peu abordé dans la sphère publique, où de briser un peu ce stéréotype-là, de voir les hommes comme les auteurs puis les femmes victimes. Ouais. Mais quand on va pouvoir être à l'aise socialement, de déconstruire toutes ces oppositions-là, un peu de binarité, puis de voir que autant les hommes que les femmes peuvent être victimes, que c'est des sujets qui peuvent être parlés dans un idéal sans honte, ou en tout cas avec le moins possible, de pouvoir en parler à des proches, puis se sentir en confiance. Je pense que c'est un des plus gros enjeux pour toutes les personnes victimes, de dire, d'avoir le sentiment que quelqu'un va nous croire, va nous écouter, puis va nous accompagner. D'avoir ce sentiment-là qui s'améliore tranquillement, pas vite. Justement, avec le mouvement #MeToo, ça l'a tellement bénéficié à toutes les personnes victimes. Même les hommes, même si c'était pas eux qui étaient au centre de l'attention, c'était beaucoup les femmes qui étaient mises de l'avant, les services, tout ça. Oui, il y avait aussi des témoignages d'hommes parce que, bon, il y a eu l'affaire Éric Salvaille, où c'était un homme qui est sur un autre homme, mais que ça l'a tellement bénéficié en ce moment, justement, qu'on normalise, qu'on peut en parler, qu'on peut être cru. Fait qu'il y a cet aspect-là de visibilité, je dirais. 2 autres points que je pense que je dirais, vu mon rôle, il y a aussi une certaine reconnaissance au niveau politique, considérant que sur le terrain, ça a beaucoup changé. Au niveau du terrain, il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'organismes qui donnaient des services aux hommes. Ouais. Il n'y avait pas autant de reconnaissance au niveau de la population avant #MeToo. Puis je pense que là, la population est prête à accueillir autant les partenaires, que j'ai été facilement accueilli dans le milieu féministe sans aucune réaction, dire pourquoi on donnerait des services aux hommes parce qu'il y a plus de femmes victimes. C'est jamais arrivé d'avoir ce discours-là. Fait que je pense qu'il manque juste l'étape de pouvoir l'ajouter, cette reconnaissance-là des hommes qui sont victimes de violences en général dans nos politiques publiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est reconnu, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup d'actions qui vont être faites ou que ça va être reconnu, que toutes les personnes peuvent être victimes, mais qu'on n'aura pas nécessairement des actions qui vont avoir amélioré le financement de l'ensemble des organismes, vu qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Ça s'est amélioré, mais il reste encore beaucoup de chemin. C'est ce que je veux dire un peu dans nuance. Puis le troisième aussi, c'est juste qui est un enjeu plus grand que juste les violences sexuelles, mais de déconstruire un peu tous les enjeux de la masculinité plus traditionnelle, ou que ça, on entend tout le temps parler de masculinité dans l'actualité sous différentes formes, dans les courants depuis 20 ans. On parlait des pick-up artists, des mouvements incel. Après, on a parlé plus de la déconstruction, de la masculinité toxique. Là, il y a eu le #MeToo. On a encore un certain ressac avec le masculinisme. On parle quand même de masculinité, mais pas toujours
de masculinité saine. On va parler beaucoup des problèmes, c'est normal parce que c'est ça qu'on veut dénoncer puis qu'on veut enrayer. Mais aussi, il manque, je pense, cet équilibre-là ou il manque de portance à plus de modèles de masculinité puis qu'il y ait plus d'hommes qui se reconnaissent dans différents modèles d'hommes d'aujourd'hui, de plein de façons, déconstruire que un homme, ça peut parler de ses émotions, c'est cliché, mais ça aussi, ça s'améliore. Puis je pense que de juste le savoir que les enjeux de masculinité s'améliorent depuis 20 ans, c'est pas quelque chose qui est beaucoup dit. On relève beaucoup les problèmes avec raison, parce que c'est tout le temps comme ponctuel dans l'actualité, dans le moment. Mais globalement. Mais historiquement, il y a beaucoup d'études là, qui sont faites au Québec quand même sur les masculinités. Puis tous nos indicateurs nous montrent qu'il y a un recul de la masculinité traditionnelle, ou que on sait que les jeunes parlent plus de leurs émotions qu'avant, sont plus affectueux. Le meilleur exemple, là, c'est Occupation Double. Là. Dans un groupe de gars, à chaque saison, quand il y a un gars qui part, ils partent tous à pleurer, ils se donnent des câlins. Ils font « T'es le meilleur gars que j'ai eu dans ma vie ». Mais ça, on voyait pas ça avant. Ah, mais tu me l'apprends. Fait que, tu sais, puis c'est supposé être les stéréotypes de l'homme, tu sais, séducteur masculin, bien bâti, puis ils partent tous maintenant à pleurer en câlin. Fait que, tu sais, on voit que ça s'est amélioré. C'est beau. On le voit que surtout dans les plus jeunes générations, dans les études, les hommes vont plus parler de leurs problèmes à leurs amis. Avant, c'était juste la conjointe ou le conjoint qui était le seul point d'ancrage pour parler de ses problèmes. Et là, on voit que ça s'améliore, c'est plus facile que de dire « je vais voir un psy », que je vais aller chercher de l'aide. C'est comme plus normal. Il y a plus d'équilibre avec le travail, la santé, il y a plus de bonnes habitudes de vie. Fait qu'il y a plus aussi le dernier qui est quand même important, c'est que les hommes sont beaucoup plus impliqués qu'avant dans leur rôle parental, qui sont fiers d'être pères, qui sont présents, qui sont pas seulement dans le rôle de pourvoyeur, que je vais travailler, je ramène des chèques, puis je fais plus rien. Et ça, c'est prouvé dans la recherche scientifique? Oui, au Québec, ça s'est beaucoup amélioré. Petit message pour ma blonde. Écoute. Ça s'est beaucoup amélioré. C'est pas parfait. Là. Tout ce que je dis, c'est on n'est pas encore à l'égalité 50-50, 100%, mais si on observe la tendance historique, la masculinité traditionnelle ne fait que reculer là, depuis 20 ans. Fait que c'est toujours à prendre aussi que c'est juste important de le nommer au travers tous les discours qui peuvent être plus négatifs puis qui existent, qui ont... par rapport justement aux enjeux de masculinité, là, comme le masculinisme. C'est important de le dénoncer, mais je pense qu'il y a aussi ce besoin-là d'entendre que de la part des hommes qu'il y a des choses positives qui s'améliorent. Fait que je pense que c'est ces 3 points-là qui sont les plus grands défis, puis ce qui va continuer de nous aider à déconstruire tous ces enjeux-là, puis d'améliorer, pas juste en violence sexuelle, mais tout la santé puis le bien-être des hommes puis de tout le monde, en fait. Cool. Samuel, merci. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce qu'il y a une chose que tu avais pour toi que c'était important de nommer dans ce podcast? Je dirais que pour un peu comprendre le plus concret de ce qu'on fait, parce que là, j'ai parlé de façon, des fois un peu plus culturelle, plus politique. Oui, fait que pour certains qui demanderaient c'est quoi que ça fait, un organisme, un membre du ROCAS, il y a un documentaire qui a été fait par un des organismes membres, qui est La Traversée, qui s'appelle Briser les murs, qui est leur initiative là, avec justement les tribunaux spécialisés, de comme avoir un milieu qui n'est pas juste un organisme communautaire, mais qui a aussi les policiers, puis les intervenants du CAVAC pour accompagner les victimes sur le processus judiciaire. Fait que c'est une initiative, un modèle qui veut être répété de plein de façons au Québec. Donc, ce documentaire-là est super bien pour montrer un peu c'est quoi le travail de ces organismes-là, des intervenants. Que eux, c'est un milieu en psychothérapie surtout, mais qu'on voit aussi les policiers discuter, puis on voit aussi les personnes victimes montrer c'est quoi leur vécu. Il y a 2 hommes qui en parlent avec d'autres personnes, de voir c'est quoi le cheminement d'une personne victime au travers
des services d'aide puis le système judiciaire. Ah, ça va être un beau documentaire. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce documentaire? Il est sur Savoir Média. C'est gratuit. Ok. C'est un documentaire de 50 minutes là, de mémoire. Donc, Donc, on mettra le lien. Je mettrai le lien ouais. dans la description avec Ils vont être contents plaisir. que je l'ai nommé. Il fallait que Cool. Samuel, merci Merci. beaucoup d'avoir participé à cet épisode 3 de Calme-toi, les OBNL changent le monde. Je pense que tu l'as montré, le ROCAS, puis les organismes membres du ROCAS, à quel point vous faites une différence dans la vie des gens. Merci d'être là, merci d'exister, puis j'espère que vous allez vous développer encore et toujours. merci de nous avoir accueillis.